Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire. C'est Résilience, 18e émission, messieurs, aujourd'hui. Le télétravail, c'est le thème de la semaine, un thème qu'on avait déjà abordé au début de cette aventure Résilience, mais depuis, la situation a changé. Aujourd'hui, seulement 20% des actifs ont recours à cette solution. Le président Macron a demandé ce mercredi à ce que ce dernier soit systématisé pour les 3 millions de personnes qui peuvent le faire, ce qui représenterait 35% des actifs. Mais au-delà de cette crise sanitaire, le télétravail serait-il une des solutions pour résoudre en partie l'enclavement de Loire-Sud, lutter contre la pollution et redynamiser l'immobilier de notre région qui est parmi les plus bas de France? Et pour réagir à ce sujet, 5 invités. On va commencer par Lionel Boucher. Bonjour, vous êtes président de l'UDI dans la Loire. Je vous donne la parole. Bonsoir à tous. Bon, écoutez, oui, Jean-Marc, vous l'avez dit, nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur ce sujet, qui est un sujet important. C'est vrai que nous avions beaucoup de retard en France sur cette thématique. Maintenant, il faut prendre les deux bouts de la chaîne. À l'évidence, pour les Stéphanois qui se rendent nombreux à Lyon tous les matins, pouvoir travailler en télétravail, c'est quelque chose qui peut être important, ne pas se mettre sur l'autoroute tous les matins et prendre son risque pour aller à son travail. C'est peut-être quelque chose d'intéressant, même si nous avons bien conscience qu'une fois le nœud de Givors établi, une fois que les gens pourront habiter à ces endroits-là, eh bien peut-être qu'il y aura une meilleure fluidité. Maintenant, le télétravail, c'est une bonne chose. Il faut aussi entendre que pour faire société, parce que le travail, c'est pas simplement un supplice, ça peut être aussi une manière de s'accomplir. Et je crois qu'on a aussi besoin de faire société dans les lieux que sont les locaux des entreprises. Et donc, ces temps d'échange, ils sont aussi importants. Donc, je crois que nous avons effectivement à progresser pour peu que chacun puisse être bien équipé et avoir, en fonction de l'endroit où il se trouve en France et dans la Loire, un bon accès à la fibre, ou en tout cas un réseau qui lui permet d'être bien connecté. Je pense que ça peut être une bonne solution, mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir travailler aussi dans de bonnes conditions, pour que la société fonctionne, il faut que nous puissions aussi nous retrouver de temps à autre. Merci beaucoup, Joanne Cessan, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans la Loire. Bonjour, alors votre réaction? Oui, alors sur la thématique du télétravail, alors c'est un sujet que je connais plutôt bien puisque je suis responsable des ressources humaines dans mon travail. Donc, on a dû appliquer le télétravail pour beaucoup d'agents dans nos services. Et alors, c'est vrai qu'on a une idée un petit peu trop positive, je crois, dans la société de ce télétravail. Et pourtant, il faut bien regarder les effets qui, pour l'instant, sont assez négatifs quand même, hein. D'un point de vue psychologique, on a eu une augmentation très importante des risques psychosociaux, des problèmes qui sont liés à l'isolement des agents, des salariés, de l'anxiété, du stress. Alors, on nous présente ça comme une possibilité aussi de ne plus être obligé, évidemment, comme l'a rappelé Lionel, de devoir suivre bien ça dont il s'agit. Mais par contre, il y a des répercussions. Il ne faut pas voir forcément le télétravail comme l'alpha et l'oméga. C'est pas ce que mes collègues, bien sûr, ont dit. Mais il faut avoir quand même posé certaines limites à cette nouvelle manière de travailler. Parce qu'on se rend compte que nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin d'avoir des connexions sociales, que ce soit avec notre famille, mais aussi avec nos collègues de travail. C'est très important. Et que aussi des conquêtes sociales, des conquêtes collectives qui ont pu voir le jour dans ce pays, elles ont lieu parce que on est ensemble sur ce lien au travail. Ça participe aussi à la construction de soi, d'avoir un travail. Tous ceux qui subissent des années de chômage ou de précarité aussi subissent du coup des problèmes psychologiques et on le voit aussi, et ça se répercute les mêmes risques psychologiques chez les personnes qui font beaucoup trop de télétravail. Donc c'est quelque chose qui doit être, à mon avis, ouvert, permis aux salariés, pas forcé, pas obligatoire. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse, à mon avis, dans l'application du télétravail. Il ne faut pas que ce soit vécu comme quelque chose d'obligatoire chez les salariés. Ça me paraît très important. Sinon, par rapport on pourrait prétendre que le télétravail serait la solution pour lutter contre la pollution.
Il faut être très prudent là-dessus, puisqu'on parle très peu de la pollution numérique qui est engendrée par l'utilisation d'Internet. Aujourd'hui, la pollution numérique, avant Covid, on va dire, ça représentait plus de une fois et demie la pollution des avions, la pollution du transport aérien. On en a beaucoup parlé d'ailleurs la semaine dernière avec d'autres personnes. Donc, il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, qu'envoyer 20 mails en une journée, ça représente 100 km de trajet avec une voiture diesel. Alors, on a l'impression que envoyer un mail, c'est bien, ça pollue pas, mais en fait, si, puisque derrière, il y a des serveurs qui tournent. Utiliser de la bande passante et des vidéos sur Internet, comme on est en train de le faire d'ailleurs, ça utilise beaucoup de CO2, ça fait beaucoup tourner nos serveurs et ça pollue aussi beaucoup. Donc, il faut être assez prudent là-dessus. Il y a des nouveaux usages d'Internet qu'il va falloir il faut éduquer la population de nouveaux usages sur Internet pour éviter justement une intensification de cette pollution. Donc moi, ma réponse serait oui au télétravail avec toutes les limites que j'ai posées par rapport aux risques psychosociaux qui peuvent être engendrés dans un usage trop massif, et aussi une éducation à l'usage d'Internet et à tous nos nouveaux outils comme Zoom, comme nous faisons ce soir. Merci beaucoup, Johan. Robert Carulac, bonsoir, secrétaire départemental. Les Bonjour. Républicains, votre réaction? Écoutez, moi j'étais favorable au télétravail avant le confinement et les mesures d'urgence qui ont été prises afin de le permettre. Donc je reste bien évidemment favorable dans certaines limites qui ont d'ailleurs été rappelées par les deux interlocuteurs précédents, c'est-à-dire qu'il faut le limiter dans la durée. On ne peut pas travailler en permanence en télétravail. Sans doute un jour, voire 2 par semaine, cela semble largement suffisant, justement pour ne pas perdre le lien avec l'entreprise, le lien avec l'administration pour laquelle on travaille. Et puis, s'assurer aussi que les personnes aient à leur domicile un lieu, un espace consacré à ces temps de travail et qu'ils puissent le faire dans des conditions, je dirais, de confort, à la fois sur le plan du matériel dont ils disposent, mais aussi par rapport à leur vie familiale et par rapport à leur existence dans leur domicile. Il faut aussi un contrôle des horaires, ça paraît évident. Normalement, on ne doit pas travailler en soirée, on ne doit pas travailler la nuit, enfin, il faut tout au moins qu'on puisse réfléchir sur ces questions-là qui sont celles finalement des conditions de travail à domicile. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous rappeliez d'emblée qu'au fond, ça concerne au mieux entre un tiers et 40% des salariés, et qu'il y a beaucoup de professions qui n'auront jamais accès au télétravail parce qu'elles nécessitent une présence humaine. Alors ça va évidemment des agents d'entretien jusqu'aux avocats, aux médecins, aux professeurs, qui doivent être sur leur lieu de travail et qui ne peuvent pas exercer leur métier à distance. Donc ça crée aussi une inégalité de fait entre ceux qui peuvent avoir accès au télétravail, essentiellement donc des métiers en lien avec, on va dire, l'administration, que ce soit dans le privé ou dans le public, et des métiers qui peuvent être faits à distance avec des moyens informatiques, et puis ceux qui n'auront jamais accès ou ne pourront jamais avoir accès et seront obligés de continuer à se déplacer. Et c'est vrai que se déplacer, ça a aussi un coût pour les salariés. Ce n'est pas gratuit et donc ça peut créer des différences, évidemment, de situations très importantes. Donc il faut veiller à tout cela. Ça aura un impact en termes de développement durable, malgré tout, surtout dans des villes-centres comme la nôtre, ou ce qu'on appelle les pendulaires, c'est-à-dire ceux qui migrent chaque jour pour aller travailler, eh bien, sont très nombreux et ont même tendance à être de plus en plus nombreux. Donc une approche intelligente, concertée, je pense, avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des usagers aussi, et codifiée d'une certaine manière, à la fois par rapport aux conditions de travail et par rapport à des situations qui pourraient créer des inégalités parmi les salariés. Merci beaucoup, Robert. Jean Duverger, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal et métropolitain de Saint-Étienne, responsable départemental de Génération Écologie. Votre réaction à la question du jour? Oui, alors le télétravail, c'est une conséquence et c'est dommage parce que ça s'est imposé à cause des circonstances. Et je trouve qu'on n'en a pas tiré justement tout le bénéfice qu'on pouvait en attendre. Et c'est tellement vrai que les cadres dans les grandes métropoles, quand ils posent leur candidature à des postes importants,
demandent déjà des conditions dans lesquelles ils pourront exercer en télétravail. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des conditions optimales de travail, ce qui a été évoqué par M. Carulac, c'est-à-dire qu'ils ont un espace de travail qui leur permet de se concentrer, ils ont des surfaces disponibles qui leur permettent d'être dans de bonnes conditions pour travailler. Puis surtout, le télétravail, ça a aussi développé autre chose, ça fait exploser les cadres intermédiaires et ça développe, je dirais, de nouvelles types d'organisations au sein des entreprises. Je pense à l'holacratie, à l'entreprise Opal, à tous ceux qui se travaillent en ce moment avec Patrick Laloux, c'est-à-dire des gens qui sont au plus près des réalités et qui gèrent directement, ça s'appelle le principe de, comment on appelle ça, celui qui est au plus près de la réalité, il le gère, et ça évite, je dirais, une dilution des responsabilités. Tout ça, ça doit être étudié finement, et puis aussi, ça peut passer, le télétravail, par le non-abandon d'une dimension sociale et d'échange. Et je veux parler des espaces de coworking qui permettent justement à des employés de différentes entreprises de se retrouver. Et ils exercent des problématiques différentes et souvent, la différence permet de grosses découvertes et de grosses synergies, des synergies intéressantes qui, sans cela, n'auraient pas été découvertes. Et vraiment, pour avoir animé un espace de coworking, j'ai été frappé par ce qu'apporte justement une culture d'entreprise différente. Enfin, le télétravail, si on veut le gérer comme il faut, il passe aussi par une nouvelle urbanisation. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, April, c'est une société de santé qui travaille sur Lyon, 750 employés, 150 viennent de Saint-Étienne. Je ne crois pas que la société April serait mal inspirée, elle serait même bien inspirée de prendre des bureaux sur Saint-Étienne pour avoir des conditions de travail pour ses salariés qui lui permettent d'éviter de l'énervement dans les trains et un meilleur traitement des dossiers. Et donc, si on regarde le télétravail comme une conséquence de ce qui nous est arrivé, là, c'est-à-dire une crise sanitaire, eh bien, on n'a pas géré comme il le faudrait. Par contre, si on l'intègre dans un mode de pensée et qu'on en retire tout ce qu'on peut en retirer de positif en faisant attention, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Johan, sur il ne faudrait pas que ça ubérise le travail, c'est-à-dire que la personne se trouve seule et qu'il n'ait pas l'appui syndical, l'appui que l'on connaît dans un groupe. Mais si on prend ces précautions, c'est extraordinairement libérateur et ça peut générer beaucoup d'autres choses dans tout un tas de domaines qu'on n'imagine même pas. Merci beaucoup, Jean Duverger. On retrouve un autre Jean. Bienvenue, Jean Joumard. Vous êtes représentant de Agir la droite constructive. Merci d'avoir rejoint ce débat. Alors, votre réaction à la question de la semaine? Alors, d'abord, sur le télétravail, un rappel qui est important, c'est que ça n'est pas quelque chose qui vient de naître avec la pandémie. Il y a nombre de décennies, il y a des gens qui faisaient du travail à domicile, que ce soit en comptabilité ou en usinage, peu importe, mais vous aviez des gens qui faisaient du travail à domicile, c'était déjà du télétravail. Deuxièmement, ça a été dit notamment par Robert Carulac, et c'est très vrai, il faut faire attention à ce que le télétravail ne vienne pas, j'allais dire non seulement polluer, mais obérer le pouvoir d'achat du salarié. Donc il conviendrait que le législateur se charge de différents problèmes, que ce soit la protection de la personne, bien évidemment, certains remboursements, parce que quand vous êtes à domicile, vous utilisez vos moyens pour travailler. Ce n'est pas forcément au salarié à payer, j'allais dire, ses moyens de travail. Quand il est au bureau, il utilise ceux de l'entreprise. Et puis, les problèmes liés à l'assurance. Il y a forcément des choses à apporter en matière d'assurance, de manière à ce que le salarié soit assuré chez lui de la même manière qu'il peut l'être dans l'entreprise. Et ensuite, une petite divergence avec Jean Duverger, parce que le coworking et le télétravail sont deux choses totalement différentes, qui n'ont même rigoureusement rien à voir. Quand vous sortez de chez vous pour aller à la mairie, à la préfecture, dans une entreprise, dans une association, vous allez travailler. Quand vous allez dans un bureau partagé, parce que je préfère le mot français,
Dans un bureau partagé, vous sortez de chez vous, vous allez dans un bureau. Je l'ai fait pendant des années au début, quand je faisais de l'immobilier, on utilisait des bureaux partagés. Mais ça n'est pas du télétravail. Le télétravail, c'est effectivement chez soi ou au domicile, si on peut se regrouper avec 2 ou 3 salariés. Mais c'est à mon sens complètement différent du télétravail. Merci beaucoup, Jean. Deuxième partie de cette émission, c'est le fait marquant d'actualité de la semaine. On va revenir vers vous, Lionel Boucher. Alors, vous allez sans doute nous parler des annonces du président Macron. Oui, absolument, oui. Écoutez, ça sera plutôt un coup de gueule. D'ailleurs, hier, les sénateurs ne s'y sont pas trompés, puisque ce jeudi, il y a eu un vote suite à la déclaration du Premier ministre, qui est représenté avec la majorité nationale par Agir dans nos échanges. 303 sénateurs ont refusé de voter cette déclaration. Les Républicains, les communistes, l'UDI, la France Insoumise, les socialistes, le groupe écologiste se sont abstenus de donner quitus. Je crois qu'il faut arrêter de se fiche de la tête des assemblées, puisque quand les décisions sont prises, il ne faut pas ensuite venir chercher un quitus auprès des parlementaires qui sont censés représenter les Français que nous sommes. Donc, je crois que hier, le président de la République, et je vais vous le dire de manière très simple, parce que moi, je ne suis jamais dans une opposition systématique, mais je crois qu'hier, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que la décision est abscon. Moi, j'ai 4 enfants. On va se retrouver pendant 4 semaines à devoir faire et l'école à la maison et avoir des vacances scolaires. Vous allez avoir des enfants qui ne pourront pas aller rejoindre, ne serait-ce que les grands-parents, parce que vous allez avoir un départ sur le week-end de Pâques. Et là, ça va être les grandes transhumances. Les trains seront bondés, les autoroutes seront sursaturées. Et par contre, vous allez faire de nous des délinquants quand il faudra aller récupérer les enfants à la mi-du mois pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Eh bien, je crois que là, nous sommes en train de marcher sur la tête. Soit il fallait prendre une décision qui était ferme, et parfois l'État doit remplir cette vocation, et donc il fallait confiner. Mais là, vous allez avoir des enfants qui vont se retrouver à même dans la rue, qui vont se retrouver. Il fait beau, donc évidemment, les rassemblements vont pouvoir s'opérer, et ce seront des enfants qui seront laissés à eux-mêmes dans la rue, et le confinement ne servira, et il n'y aura pas de confinement. C'est-à-dire que les mesures prises ne serviront à rien. On va se retrouver le 25 avril dans la même situation. Et dans le même temps, vous avez la préfète de la Loire aujourd'hui qui nous envoie un message à nous, responsables des tenants des partis politiques, pour nous expliquer qu'il fallait que les candidats aux élections départementales puissent être déclarés avant le 27 avril à 17h. Là, je crois vraiment, la Macronie se fout de nous. Joanne, c'est ça votre fait marquant d'actualité de la semaine? Oui, évidemment, je veux dire, avec les annonces faites mercredi soir par le président de la République, évidemment, c'est ce qui concentre les attentes, les désespoirs, aussi peut-être quand même l'espérance de pouvoir enfin sortir de ce crise. C'est quand même ce qu'il faut garder au sujet. Évidemment, dans les critiques formulées par Lionel, il y a évidemment que je reprends, puisque on l'avait déjà dit d'ailleurs dans notre rendez-vous, c'est qu'il fallait, fin janvier, quand le conseil scientifique alertait le président sur une possible reprise des contaminations, qu'il fallait, à mon avis, à ce moment-là, confiner. Et en plus, il y avait la même possibilité qu'aujourd'hui, c'est de regrouper les vacances scolaires en une seule zone, pour pouvoir faire un confinement généralisé plutôt que d'aller par étapes. Joanne, pour vous, Joanne, on a un train de retard. Ah oui, complètement. Il a lui-même parlé de trou de souris, de coup de poker, je crois que c'était ses termes. Et aujourd'hui, on l'a lu dans le journal du dimanche, il ne fait même pas son mea culpa sur son erreur. Même si je n'ai pas été, vous le savez, un soutien particulier d'Emmanuel Macron, il y a au moins une chose qu'on pouvait lui reconnaître, c'était une certaine forme d'honnêteté et de reconnaître quand il faisait une erreur ou quand il faisait quelque chose de bien. Il reconnaît souvent quand il fait quelque chose de bien, mais quand il se trompe, il ne le reconnaît plus. Et c'est un peu ce que je regrette chez notre président actuellement. Et on a assisté hier, on a l'impression de ne plus être en démocratie. On a l'impression d'être redevenu comme une dictature où on doit assister 20 heures à l'intervention présidentielle, l'intervention du roi, du prince, et le lendemain, l'Assemblée se réunit, le Premier ministre est transformé en un porte-parole du président de la République, où il doit indiquer les mêmes choses qu'ont indiqué le président de la République la veille,
Et l'Assemblée, on l'a bien vu, hein, les députés LaREM ont voté tous le doigt sur la couture sur le pantalon. Il n'y a pas d'intervention, on va dire, c'est quand même on assiste quand même à des députés, La République En Marche, qui sont quand même des députés qui sont sur les territoires, dans des circonscriptions, et qui, une fois à Paris, ne font aucune remontée sur ce que les citoyens leur disent sur leur territoire. Je veux dire, il manque des vaccins partout, il a manqué des masques, il a manqué des tests. Et aujourd'hui, nous avons des députés godillots et on assiste à une 5e République qui est en véritable souffrance. Je veux dire, quand on est obligé comme ça d'assister à une intervention présidentielle pour savoir comment on va vivre les prochains jours, je trouve ça absolument inacceptable. Et que des députés, que ce soit, comme l'a rappelé Lionel, de droite comme de gauche, on a fait des propositions pour tenir les élections. On a fait des propositions sur l'école, sur comment télétravailler, sur le sujet de ce soir. On a fait beaucoup de propositions là-dessus. Aucune n'ont été retenues. Et je vous invite vraiment les Français à regarder en particulier, et ça a été souligné d'ailleurs à droite comme à gauche, l'attitude d'Olivier Véran, ministre de la Santé. À chaque fois qu'il y a un député, peu importe son bord, qui fait une proposition qui ne va pas dans le sens du gouvernement, le dédain dont il fait preuve et même l'ignorance totale des propositions que nous pouvons faire. Nous sommes des élus, que ce soit des élus départementaux, municipaux, régionaux ou même des élus de la nation. Nous avons des remontées de terrain à faire valoir. Souvent, moi, je ne regarde pas forcément la couleur politique de la personne qui me parle. Eh ben, il faut parfois écouter. On a un pouvoir qui n'écoute plus. Il n'y a plus de Conseil des ministres, il n'y a plus d'Assemblée, il n'y a plus de Sénat. On est là, c'est une simple chambre d'enregistrement. Et ça doit beaucoup nous interroger là-dessus. Et regardez bien le rapport du Conseil scientifique qui a été rendu ce lundi à propos justement des dates des scrutins des élections départementales et régionales. Le Conseil scientifique a dit clairement au gouvernement, débrouillez-vous, ce n'est pas notre sujet. Puisqu'ils ont été consultés fin janvier, Macron et Castex ont dit, nous, on s'en fout du Conseil scientifique, on fera ce qu'on veut, on ne confinera pas, on fait ce fameux coup de poker. Maintenant, on reconsulte le Conseil scientifique et ils ont eu tout à fait raison de leur répondre, écoutez, vous ne nous écoutez pas, donc si vous pensez tous avoir l'alpha et l'oméga, débrouillez-vous. Voilà. Donc, je rejoins un peu Lionel sur son coup de gueule. Merci. Pardon, j'ai été long. Merci beaucoup, Johan. Robert Kerulac, le fait marquant d'actualité de la semaine. Pareil, vous rejoignez… Écoutez, chasser le naturel, il revient au galop. Il y a un moment très intéressant dans l'intervention du président de la République hier, c'est le moment où il s'est adressé aux propriétaires de résidences secondaires, pour leur dire, écoutez, vous aurez le temps, ne vous inquiétez pas, vous pourrez rejoindre votre résidence secondaire en Normandie, en Touraine, en Bretagne, dans les Alpes, dans le Midi, parce que ce week-end, on vous laisse le temps de partir, et puis vous pourrez télétravailler tranquillement dans un environnement agréable pour les 4 semaines qui viennent. Et moi, j'ai été vraiment très choqué de ce passage, de son intervention, qui revient à révéler à nouveau que le président des riches n'a pas disparu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en plus de la catastrophe sanitaire, et je vais y revenir dans quelques instants, en plus de la catastrophe sanitaire, on a une catastrophe éducative, on a une catastrophe sociale, on a bien sûr une catastrophe économique et une catastrophe humaine, parce que pour un pays, ce sera encore une fois très difficile à vivre, que ces 4 semaines à venir. On a une perte de crédit de la parole présidentielle, puisque la dernière fois qu'il s'est exprimé, il nous a annoncé que tout irait mieux à partir du 20 avril. Maintenant, c'est à partir du 3 mai, et puis on ne sait pas trop. Et puis les vaccins n'arrivent pas, et puis la course est en train d'être perdue contre la propagation du virus. Et je pense que il va falloir aussi se poser la question, parce que ça pourrait être la 5e vague, de tous les soins auxquels les Français sont en train de renoncer. Et ça n'a pas été évoqué. Et j'évoque ce sujet parce que Gaël Perdriau a adressé une question et une demande au gouvernement pour justement prendre en considération le renoncement aux soins des Français et tous les problèmes de santé que cela risque de créer dans les mois qui viennent, puisqu'il n'y a moins de dépistage ou plus de dépistage d'un certain nombre de maladies. Il y a un report très important des interventions chirurgicales. Il y a des rendez-vous chez le médecin auxquels plus personne ne veut se rendre par peur d'être contaminé.
Et évidemment, il y a une politique de prévention qui a été différée dans bien des domaines. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Et je pense qu'il est important que, avec Gaël Perdriau notamment, on se mobilise sur cette thématique-là pour éviter que finalement, les morts qu'on évite par contamination ne se retrouvent au final parce qu'ils n'auraient pas pu accéder aux soins comme ils auraient dû pouvoir le faire. Merci beaucoup, Robert. Jean Duverger, même question, donc le fait marquant de Oui, la semaine. Alors, vous voulez revenir sur la première partie? Oui, une seconde, parce que le principe que je cherchais désespérément, c'était celui de subsidiarité, c'est-à-dire au plus près de la réalité, on agit. Et deuxièmement, je voudrais répondre à M. Joubert gentiment en lui disant que, bien sûr, qu'un espace de travail partagé, pour le dire en français, n'est pas un espace de travail à la maison, de télétravail. Bien entendu, et je l'ai dit, j'ai été clair, et je fais la distinction. Par contre, c'est un espace de partage d'initiatives et de façon de travailler qui est, comment dire, presque indispensable par les temps qui courent et que je défendrai. Non, moi, ce qui me paraît important, c'est de dire une chose, c'est qu'on n'a jamais vécu depuis, je crois, 1952, des températures aussi fortes en ce moment. Les amplitudes de température sont redoutables. Et vous le savez, la pandémie qui nous contraint aujourd'hui, l'urgence sanitaire, vient d'un dérèglement climatique au départ. Et ce dérèglement climatique va s'amplifier. J'étais tout à l'heure à la commission eau de Saint-Étienne Métropole. On parlait du stress hydrique. Et bien entendu, quand on est dans ces conditions, il faut qu'on se prépare à affronter d'autres crises d'une bien plus grande ampleur. Là, on a un vaccin, alors qui viennent plus ou moins vite, mais on a une solution à porter, ça s'appelle les vaccins, alors que lorsque l'on va être avec une bataille sur les températures, ça va être quelque chose d'épique. On parle de 5 degrés de plus pour la France, ça veut dire en moyenne, ça veut dire la température d'Alger en continu et des zones presque inhabitables, du style du sud de l'Europe. Et ça, il faut que l'on s'y prépare. Et ça a un lien avec ce que je disais tout à l'heure, et ce qu'a dit aussi Joanne César, c'est-à-dire que quand on dit on va faire du développement et que l'on prône la 5G en traitant les gens qui voudraient regarder ça d'un peu plus près avant d'amiche, on fait aussi une erreur parce que c'est très, très gourmand en énergie et la 5G va permettre de connecter, de robotiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans l'environnement qui vont être des puits de carbone, mais je dirais, non, pas des puits, des sources d'émissions de carbone incroyables, alors qu'on peut se poser la question de leur utilité. Et je crois que la période que l'on vit en ce moment doit nous questionner sur le sens du progrès et quel progrès on choisit. Et c'est bien le souci du plan de relance. Et moi, j'aimerais que ce plan de relance soit l'occasion justement de nous préparer à faire front au changement climatique. C'est-à-dire, c'est le Green Deal, c'est je pense à M. Joubert, c'est le développement, si vous voulez, d'un plan de relance qui soit un plan de relance qui ne présage pas de l'épuisement de nos ressources et qui les préserve réellement. Et ça, c'est essentiel. Si on passe à côté, on aura passé la dernière limite et quelque part, si cette crise avait servi de révélateur à toutes les impuissances, je crois qu'elle, je pèse mes mots, hein, il y a des morts, il y a des blessés, etc., mais au moins, elle aurait servi à une prise de conscience salutaire pour la suite. Voilà ce que je voulais dire en parlant du changement climatique. 3,26. Merci beaucoup, Jean Duverger. On termine avec vous, Jean Joubert. Alors, le fait marquant l'actualité de la semaine, c'est peut-être les annonces du président Macron. Oui, simplement un bref petit rappel pour M. Duverger. Je m'appelle Jean Joubert et je ne lui en veux pas de ne pas connaître mon nom parce que je ne suis pas un professionnel de la politique. Avec et toutes c'est mes d'ailleurs excuses. la grande force d'agir la droite constructive dans la Loire que de faire confiance à des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. La deuxième chose, j'avais prévu d'intervenir sur un sujet différent, qui est pour moi un vrai scandale, qui est la connivence d'une partie de la gauche, et notamment des écologistes à Strasbourg, avec des fondamentalistes musulmans par la création de cette mosquée. Mais je vais quand même intervenir sur, parce que ça me paraît un vrai scandale et un vrai danger pour l'avenir. Sur ce qui nous arrive, sur les mesures, bon, le Premier ministre a rappelé aujourd'hui
que le chômage partiel va être intégralement compensé à 100%. C'est une bonne mesure. La deuxième chose, nous avons confiné notre pays un peu moins que beaucoup de pays, que la plupart des pays européens. L'Allemagne est confinée depuis 4 mois, les Pays-Bas aussi, ça fera 4 mois, et la France, un peu moins. Il en va de même pour la fermeture des classes des écoles, où nos écoles auront fermé à peu près une dizaine de semaines, 24 semaines en Allemagne, 28 aux États-Unis. Quant à la difficulté dans les hôpitaux, bien sûr, il manque aujourd'hui cruellement de lits. Mais on ne peut pas en tenir responsable Emmanuel Macron. Entre 1993 et 2017, il y a eu Édouard Balladur à droite, Jacques Chirac, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Ce sont 103 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés par les différents présidents de droite et de gauche. 103 000 lits. Donc Emmanuel Macron a simplement eu, malheureusement, un héritage extrêmement mauvais en matière de politique de santé. J'ai vu aujourd'hui les réactions des différents opposants. Alors, on me dirait, ils sont dans l'opposition, donc ils s'opposent. C'est du jeu, mais c'est assez logique. Mais moi, je suis scandalisé. Et, mis à part quelques réactions, j'ai lu notamment la réaction de M. Damien Abad, qui parle, cher Robert, de Bérésina. Alors, je pense que soit il a fait une erreur, soit il connaît mal l'histoire de France, parce que la Bérésina, vous savez, cette rivière russe qui a servi de passage pour la bataille, qui n'est pas en réalité Bérésina, mais qui est la bataille de Borisov, du 26 au 29 novembre 1812. Cette bataille a été gagnée par l'armée napoléonienne. Et on la classe comme une déroute simplement parce que la déroute, c'était l'ensemble de la campagne de Russie. Mais la Bérésina, c'était une victoire. L'ensemble des historiens sont d'accord là-dessus. Donc je pense qu'il fait allusion à cela et qu'il veut souligner la victoire d'Emmanuel Macron sur l'épidémie. Autre chose que je souhaitais dire sur ce scandale. Aujourd'hui, les députés et les sénateurs ont choisi de droite et de gauche, ont choisi de se cacher sous la table au lieu de prendre leurs responsabilités. C'est indigne d'un élu de la République. Il pouvait voter contre, il pouvait s'abstenir, mais aller se cacher derrière le rideau ou sous la table et de ne pas intervenir, c'est d'une lâcheté phénoménale. Donc je pense qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises par le président Macron vont dans le bon sens. La vaccination va intervenir. D'ailleurs, notre taux de vaccination vis-à-vis des pays européens n'est pas plus basse. Il y a des pays dans le monde qui vaccinent beaucoup plus, Israël et les États-Unis, c'est vrai, mais les pays européens ne vaccinent pas plus que nous. Nous interviendrons. Les mesures qui sont prises, à mon sens, interviennent et vont dans le bon sens. Sur la Bérésina, simplement, c'est effectivement une victoire, mais à un coût humain tout à fait hors norme, hein, et dans des conditions de combat absolument épouvantables. C'est la raison pour laquelle c'est souvent assimilé, à tort certes, à une défaite. Mais quand on incrimine les présidents passés ou les gouvernements passés, on peut aussi se souvenir que lors de la pandémie de H1N1, il y avait des vaccins, il y avait des vaccinodromes, il y avait des masques, il y avait un plan d'urgence pour l'hôpital et j'allais dire que le pays était en ordre de marche pour faire face à cette pandémie si elle avait dû se déclarer. Donc, je crois que dans ce contexte comparable, eh bien, on avait su organiser les choses. Simplement, Jean-Marc, pour rappeler à Robert qui le sait bien, oui, Robert, tu as raison sur l'épidémie H1N1. Et ce n'est pas un hasard. La ministre de la Santé s'appelait Mme Roselyne Bachelot, elle est aujourd'hui membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et le président Nicolas Sarkozy. Donc je pense que ça n'est pas un hasard si Roselyne Bachelot, qui était ministre de l'époque, s'est engagée effectivement. Oui, effectivement. Merci beaucoup, merci à vous. C'est ainsi qu'on ferme cette émission Résilience pour aujourd'hui. Vos réactions, vos questions à l'adresse suivante, résilience42@orange.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du débat politique dans la Loire. D'ici là, prenez soin de vous, respectez bien les gestes barrières, soyez prudents. À très vite. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous.